On est dans le roman à propos de l'Iran, on raconte Dracula. En réalité, le problème n'est pas... La chose intéressante n'est pas ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qu'on cache. C'est qu'au Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les États-Unis? Il y avait un Premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 53, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales, il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Coup d'État, renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement. Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran. La police politique, la SAVAK, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massive. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence. Parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran des armes pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leurs terres, qui viole toutes les résolutions des Nations Unies, l'Israël... Non mais qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Non mais enfin vous dites n'importe quoi. Est-ce que je vous ai interrompu? Vous expliquez qu'il y avait à SAVAK... Non mais enfin... Terminé Michel Collomb. On ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Mais vous avez dit des énormités, mais j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. Oui. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout, alors, par politesse envers les spectateurs. Allez-y, non, enfin, que la SAVAK n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans les camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. C'est aussi simple que ça. Pour un petit rappel, la situation de l'Iran et des bases américaines qui l'entourent, c'était dans le dessous des cartes, l'émission de Jean-Christophe Victor. Je vous invite justement à regarder la carte. Depuis novembre 2001, avec la traque des réseaux Al-Qaïda, le pays constate l'installation de facilités militaires américaines au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Elle complète au sud les bases américaines dans le Golfe. À l'est, en Afghanistan, l'Iran est maintenant débarrassé du régime taliban qu'il a toujours combattu, mais ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et il y a maintenant à Kaboul un gouvernement central mis en place par les États-Unis. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est totalement écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement, apparemment pro-américain, et les adhésions profondes de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. Enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Avec la fin de la dictature de Saddam Hussein, le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran. Mais s'installe à la place un régime, là aussi favorable aux intérêts américains, et qui permettra, à terme, la présence de bases militaires américaines. Donc notre carte le montre bien, l'Iran est encerclé par des pays désormais proches des intérêts américains. Herbert, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'image de l'Iran encerclé par les bases américaines? En fait, c'est encerclé. Vous voyez la carte. Il y a deux armées, grandes armées américaines à la frontière. Et c'est Bush qui a menacé beaucoup de fois l'Iran. C'est en fait les États-Unis peuvent attaquer l'Iran. Il y a, comment dirais-je, une paranoïa de la part des Iraniens. Justement, paranoïa de la part des Iraniens qui ferait suite aux menaces nombreuses des Américains. On se souvient que les Américains avaient d'ores et déjà menacé l'Irak avant de l'envahir. On a entendu George Bush avant-hier, dans son discours de sortie, comme on les appelle, reconnaître une erreur. Ce serait d'avoir cru le renseignement en 2003. On va écouter tout de suite George Bush se confessant. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration, and that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess.
Vous y croyez, George Bush, victime du renseignement américain, vous qui avez été chef de la CIA? Il ment 100%. Parce que j'étais chef de renseignement de la CIA. Jusqu'en 1995, vous ne l'étiez plus. Il n'y a pas de renseignement. Ouais. Et il y a un type qui est venu en Jordanie qui a dit, c'est Saddam Hussein qui a détruit tous les armes nucléaires et tout. Il ment. Michel Collomb? Oui, Bush a menti effectivement avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler le pétrole et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. Donc, quand on dit que les États-Unis viennent au Moyen-Orient parce qu'on les invite, je ne sais pas si le régime saoudien ou le régime koweïtien a tellement d'indépendance qu'il pourrait décider, tiens, invitons les États-Unis. Soyons sérieux, c'est des marionnettes. Et donc, quand les États-Unis disent « invitez-nous », ben ça se passe. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices. Ce n'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent « il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. » Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout. Un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. William est très généreux parce qu'en réalité, les États-Unis ont essayé d'empêcher l'approvisionnement de la Chine en pétrole et en gaz et de contrôler le pétrole et le gaz de la mer Caspienne et de l'Asie centrale. Et donc, contre la domination des États-Unis sur le pétrole dans le monde entier, parce que ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres pour le fric, il faut le dire. Contre cette domination, il y a maintenant en Asie un phénomène nouveau et important, c'est que la Russie, la Chine et une série de républiques d'Asie centrale se sont unies dans l'organisation de la coopération de Shanghai, qui est un phénomène très très important, avec l'Inde, l'Iran, etc., le Pakistan, je crois, comme observateurs. C'est-à-dire que l'Asie en a marre que les États-Unis prétendent dominer partout où ils sont et prétendent dire ce qu'ils doivent faire. L'Asie veut se développer de façon autonome et par une façon indépendante des États-Unis. Alors, les États-Unis veulent, je l'ai dit et je le maintiens, contrôler le pétrole partout où il est dans le monde pour gagner de l'argent et pour tenir le robinet du pétrole par rapport à toutes les autres grandes puissances. Là, on est dans une représentation. Et vous le trouvez dans des textes des États-Unis. Il faut lire les revues militaires. Là, maintenant, il y a les choses qu'on dit à la télévision. Mais en réalité, quand vous lisez les revues militaires stratégiques des États-Unis ou les trucs du Wall Street Journal, etc., ils disent bien « nous devons contrôler le pétrole nous-mêmes oui, ». Et ici, on est dans une représentation de télévision et on m'a accusé d'être anti-israélien et que je calomniais Israël et que je les porterais comme je m'attendais, parce que je sais que vous êtes dans un lobby israélien. Je voulais vous prendre une petite déclaration de David Ben Gurion, certainement une source que vous allez respecter, qui disait... donc c'est le fondateur de l'État d'Israël en 1948, qui disait « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leurs terres. Pourquoi devraient-ils accepter cela ?» Ça, c'est la réalité de ce que pensent les dirigeants d'Israël. Et ici, on est juste dans un show pour la télévision. Non, oui, certainement. Mais j'aimerais réagir à la question que vous avez posée. Est-ce que les choses vont changer avec Obama ? Je pense qu'il faut être nuancé et qu'il y a un aspect positif. Moi, je reçois énormément de questions sur mon site internet. Obama suscite beaucoup d'espoir. Et l'aspect positif, je pense, c'est que ça n'est pas du tout sans valeur qu'aux États-Unis, avec toute leur histoire raciste, un noir ait été élu à la présidence. C'est une avancée, c'est important. Aussi positif, Obama a été élu
parce qu'il a proposé un changement, il est apparu en tout cas comme refusant Bush et le militarisme et la guerre et tout ça. Donc ça, je trouve extrêmement positif. Le problème, c'est que avant que les gens votent pour Obama, Wall Street avait voté pour Obama. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, les multinationales mettent de l'argent sur les candidats régulièrement. Pour être élu président des États-Unis, il faut recevoir des centaines de millions de dollars. La campagne électorale coûte horriblement cher. Ce n'est pas vraiment démocratique d'ailleurs comme système politique. Et il faut se demander à qui les multinationales ont donné le plus d'argent. Pas à McCain, pas à Clinton, à Obama. Donc le problème, c'est que les gens maintenant, avec la crise, ils ont voté Obama pour qu'on les sauve des banques. Le problème, c'est que les banques aussi ont voté Obama. Alors je pense que dans la question israélienne, mais vous avez raison de dire qu'Obama a raconté toute une série de choses pendant sa campagne électorale pour se faire élire, que maintenant il dit le contraire. Et là, il va falloir tester. Obama a choisi comme vice-président un sioniste acharné, comme secrétaire général de la Maison-Blanche également un sioniste acharné. Il a dit que Jérusalem, ça devait être la capitale d'Israël. Or, Jérusalem est une capitale volée. Il a proposé de donner 30 milliards de dollars d'aide militaire en plus à Israël. Je voudrais simplement dire à Obama, il y a 40 millions de gens sous le seuil de pauvreté aux États-Unis. Est-ce que ces milliards de dollars ne seraient pas mieux utilisés là? Il y a un énorme problème social aux États-Unis et je pense que malheureusement, d'abord le problème c'est que le pouvoir n'est pas à la Maison-Blanche. Le pouvoir, il est dans les multinationales qui décident cette stratégie et qui décident qui sera président. Et je crois sincèrement qu'on va avoir... Ils ont maintenant, comme je l'ai dit au début et comme M. Baird l'a souligné, ils ont un grand problème. C'est que la méthode Bush, on passe en force, on fait la guerre à tout le monde, ça a échoué. Ça n'a provoqué que de plus en plus d'indignation, de résistance dans le monde. En plus, les États-Unis sont une puissance économiquement en faillite. Il y a eu la crise immobilière, s'annonce la crise des cartes de crédit. Donc, il va y avoir En fait, c'est une économie en faillite. Comment voulez-vous continuer à faire la guerre partout dans le monde quand vous n'avez pas une économie qui peut la payer? Donc, maintenant, ils sont vraiment dans un désarroi à hésiter entre les tactiques on va jusqu'au bout, on fait la guerre à fond et en avant, ou des tactiques plus intelligentes, comme on a entendu cette version-là, pour essayer de maintenir la domination des États-Unis sur le monde. Moi, je voudrais simplement dire, les États-Unis n'ont pas à dominer le monde. Il ne faut pas se poser la question quelle est la meilleure manière de rester les maîtres du monde. Le monde, simplement, il est en train d'évoluer. Il n'est plus unipolaire avec une grande puissance. Il est multipolaire. La Chine monte en puissance. La Russie a cessé de se mettre à genoux devant les États-Unis. Le Brésil, l'Inde, etc. sont aussi des puissances qui essayent de monter. L'Amérique latine essaie de se libérer. Ça, c'est un monde multipolaire. Je ne dis pas que c'est un miracle. La question riche-pauvre va rester là-dedans. Il restera plein de problèmes. Mais à mon avis, c'est mieux pour résoudre les problèmes du monde, qu'il n'y ait plus un gendarme du monde qui, chaque fois qu'il y a un pays qui veut mener une politique indépendante, vient militairement l'attaquer. Sur l'Irak, que va-t-il advenir de l'Irak une fois que les Américains seront partis? Ils ont annoncé leur départ pendant 3 ans. Déjà, George Bush l'avait annoncé. Robert Baird, l'Irak, qu'est-ce que ça deviendra? Soit la partition du pays, entre une guerre civile, les chiites, les Kurdes et les sunnites. Soit une guerre civile. Soit devenir une puissance dans l'orbite de l'Iran aussi. L'Irak est fini. De toute façon. Une telle dimension d'imprévisibilité, d'un côté, on peut considérer que la baisse de la violence en Irak est due au fait que la politique américaine est en train de l'emporter, et ça a des aspects tout à fait vrais. De l'autre côté, on peut dire que les acteurs réels de la scène irakienne se mettent en position en attendant que les Américains s'en aillent pour se confronter dans la bataille définitive. Ce qui est quand même marquant dans l'histoire longue de l'Irak au XXe siècle, c'est qu'il a existé des forces centralisatrices qui ont imposé au reste du pays leur domination. Et apparemment, quand même, il est en train de se reconstituer maintenant une force centralisatrice en Irak. Alors, probablement les Kurdes en seront victimes à moyen terme, surtout que les voisins turcs et iraniens ne demandent que ça, c'est qu'on arrête l'autonomie kurde. Et on peut penser aussi qu'un pouvoir chiite, mais relativement indépendant de l'Iran, peut se mettre en place en Irak.
Avec, je pense, dans les prochaines années, l'avènement, mais là ce n'est qu'un pronostic géopolitique d'un Kurdistan non plus seulement autonome mais indépendant, avec sans aucun doute des heurts extrêmement graves et violents qui ont déjà commencé d'ailleurs avec la Turquie mais également l'Iran, surtout la Turquie, mais je pense qu'on néglige la puissance revendicatrice et nationaliste des Kurdes qui sont plusieurs millions en Irak, qui sont une trentaine de millions dans le monde entier étalés sur 5 pays différents et je pense réellement qu'on verra l'avènement de cette indépendance kurde. Michel Collomb, sur l'Irak elle-même Écoutez, quand je suis allé, au moment où Bush a commencé à menacer l'Irak en 2002, j'ai présidé une mission internationale qui a séjourné en Irak pendant 2 semaines. Tout le monde sentait que la guerre allait arriver. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens, aussi bien des gens pour Saddam Hussein, parce que c'était une partie importante de la population, que des gens qui étaient contre lui. Et des deux côtés, on m'a dit, les Américains, puisqu'ils disent les Américains pour désigner les États-Unis, les Américains, ils peuvent entrer, mais ils ne sauront jamais comment sortir. Et je pense que ça illustre qu'en réalité, les problèmes, on a posé ce soir, on a beaucoup discuté sur beaucoup de problèmes tactiques et stratégiques, qu'est-ce qu'il faut faire. On a chanté les louanges d'Israël. J'aurais aimé qu'un Palestinien puisse venir apporter, rétablir la vérité historique par rapport à tout ça. Mais je pense qu'on reste toujours, on essaye de cacher qu'il s'agit de guerre économique. On nous dit, ah, c'est pour la démocratie, c'est contre les armes de destruction massive, etc. Je regrette. Mais la démocratie, quand vous tomber sur un gouvernement élu démocratiquement, mais qui ne se met pas à genoux devant les États-Unis et devant Israël, comme vous faites, vous le renversez et même vous l'assassinez. Vous l'avez fait au Congo en assassinant Lumumba, en remplaçant par Mobutu, les États-Unis, etc. Vous l'avez fait au Chili, en volant le cuivre, en assassinant Allende, en le remplaçant par Pinochet. Les États-Unis ont placé les États-Unis. Mais on n'est pas c'est qui vous? Écoutez, on n'est pas au commissariat. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Non, mais c'est pour comprendre. Je m'adresse aux spectateurs. Vous défendez les États-Unis, je les critique. Chaque fois que je parle, vous m'interrompez. Ça vous gêne que je m'exprime ici? Pas du tout, ça m'amuse. Ça m'amuse. S'il vous plaît de ne pas m'interrompre. Vous êtes un exemple emblématique de l'obsession anti-israélienne et anti-américaine. Vous êtes un exemple emblématique du racisme d'Israël. Non plus. Et voilà, avec ça, on n'en sort pas. Je suis d'accord avec le racisme d'Israël, mais je suis pas d'accord avec la politique israélienne, ça c'est sûr. C'est une tactique classique de débat télévisé. On jette une peau de banane pour que l'autre ne puisse pas aller jusqu'au bout. Vous le faites vous-même très bien. Qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout et que les gens ne puissent pas entendre ce que j'ai à dire. Je voudrais simplement dire que vous avez éliminé une série de gouvernements démocratiquement élus parce qu'ils ne vous plaisaient pas et qu'ils ne se mettaient pas à genoux devant vous. Dans chaque pays d'Amérique latine, vous avez fait un coup d'État militaire, dans chaque pays d'Amérique latine. Et au Moyen-Orient, excusez-moi, mais vos modèles, c'est l'Arabie Saoudite, le Koweït et des régimes pareils. Parlons-en alors de votre obsession de la démocratie. Je pense simplement, en matière de conclusion, que si on cesse d'intervenir en tant que grande puissance en disant le pétrole est à nous, le Moyen-Orient c'est à nous à décider ce qui s'y passe, les problèmes pourront progressivement se résoudre. Le malheur de l'Irak, c'est que la stratégie a été d'abord d'envahir de façon assez stupide, comme Bush qui n'avait pas pensé à ce qui allait se passer après, et ensuite, quand ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ils ont dit délibérément, on pouvait le lire dans les revues militaires des États-Unis, il nous faut diviser l'Irak en 3, comme on l'a fait en Yougoslavie, provoquer une guerre civile entre les gens, et ça va être la manière de maintenir notre domination sur la région. Mais ça c'est inacceptable. Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, en compagnie de Ronny Broman, ancien président de Médecins sans frontières, dont vous restez l'un des conseillers. Vous avez écrit une quinzaine de livres. Les 2 derniers, c'est Pourquoi je suis devenu médecin humanitaire et humanitaire, diplomatie et droits de l'homme, dans lesquels vous réfléchissez aux conséquences des interventions humanitaires, du droit d'ingérence et des opérations armées internationales, comme c'est aujourd'hui le cas de la Libye.
Michel Colomb, vous êtes journaliste, cela fait 20 ans que vous dénoncez ce que vous appelez les médias mensonges, c'est-à-dire la propagande servant à justifier l'entrée en guerre d'un pays aux yeux de l'opinion publique. La première fois, c'était au moment de la guerre du Golfe. Le livre s'intitulait « Attention médias, médias mensonges du Golfe ». Manuel anti-manipulation. Le dernier s'intitule « Israël, parlons-en ». Il figure des entretiens avec Noam Chomsky, Shlomo Sand, qu'y a-t-il encore, Alain Grèche ou Tariq Ramadan. J'ajoute qu'en 2004, vous avez créé l'association Investigue Action, que vous êtes très actif sur la Libye depuis quelques semaines sur votre site internet michelcolomb.info. Patrick Mzadeh, vous êtes un ancien de l'armée de l'air, vous étiez lieutenant-colonel, vous avez travaillé comme coopérant, analyste ou négociateur pour l'ONU et le Quai d'Orsay dans des contextes de crise en Égypte, en Irak, au Yémen ou dans le sultanat d'Oman. Vous avez été diplomate de 2001 à 2004 en Libye et vous publiez le 6 avril un livre intitulé « Au cœur de la Libye de Kadhafi ». Zeyna El-Tibi, vous êtes présidente de l'Observatoire d'études géopolitiques, présidente de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication. Vous avez co-dirigé un certain nombre de numéros de la revue d'études géopolitiques consacrée à l'Arabie Saoudite à l'épreuve des temps modernes, à la géopolitique du Soudan ou plus récemment à quelle union pour quelle Méditerranée. Antoine Guillikin, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur des Nouveaux Imposteurs, c'était sur les conspirationnistes et les attentats du 11 septembre, de La tentation de la défaite, c'était un livre de politique-fiction sur la politique étrangère française et l'islamisme radical. Vous avez également signé une quinzaine de documentaires pour la télévision, dont Kadhafi, notre meilleur ennemi, diffusé le 1er mars sur France 5 et qui sera rediffusé le 30 mars à 22h50. Enfin, Nicole Bacharan, vous êtes politologue, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les États-Unis. Je citerai « Faut-il avoir peur de l'Amérique »,« Américain-Arabe, l'affrontement » avec Antoine Sfer, « Vive l'Atlantisme »,« La plus belle histoire de la liberté » avec André Glucksmann et Abdelwahab Medeb. Le dernier, c'est sur les Noirs américains, des champs de coton à la Maison-Blanche. Et l'on regarde tout de suite différents points de vue sur l'intervention militaire internationale en Libye. Ce sont ceux de nos dirigeants. Écoutons-les. Nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, avec nos partenaires, et notamment nos partenaires arabes. Nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Mais des voix s'élèvent aussi contre l'opération militaire décidée par l'ONU, notamment la Russie, la Chine, le Brésil, mais aussi le président vénézuélien, ami fidèle du dirigeant libyen. C'est lamentable. Il y aura plus de morts, plus de guerres. Ce sont les seigneurs de la guerre. Quelle irresponsabilité! J'ai autorisé les forces armées des États-Unis à entreprendre une action militaire limitée en Libye, en soutien à l'effort international mené pour protéger les civils libyens. Cette action a démarré. Et comme je l'ai dit hier, nous ne déploierons pas, je répète, nous ne déploierons pas de troupes américaines au sol. Autour de la Méditerranée, la Syrie et l'Algérie sont alliés de Kadhafi et le chef de la Ligue arabe, Amer Moussa, vient de déclarer au Caire que l'opération militaire aurait dû se limiter à l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne. La télévision d'État libyenne interrompt ses programmes pour une déclaration du leader enregistrée dans un endroit inconnu. Le monde entier est témoin que les nations impérialistes et chrétiennes s'unissent dans une croisade contre le monde musulman et en tête le peuple libyen. Je prédis une guerre longue dont nous sortirons victorieux. Les dirigeants occidentaux vont tomber comme sont tombés Hitler, Napoléon et Mussolini. Alors Ronnie Broman, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Qu'est-ce que vous reprochez à cette intervention militaire? On l'a dit, c'est pour éviter un massacre de civils. Parce que si je croyais qu'avec des bombardiers, on pouvait installer la démocratie et l'état de droit, si je croyais que quelque chose comme une guerre juste et propre peut exister, en effet, ce tyran mériterait le sort qui lui est actuellement promis. Seulement voilà, je ne crois pas aux guerres justes, je ne crois pas aux guerres propres, je ne crois pas qu'à l'issue des bombardements, il y ait la démocratie possible. Bien au contraire, je pense que ce sont de nouvelles violences, de nouvelles fractures qui vont en être le résultat. Nicole Bacharan, vous pensez que c'est une guerre juste et ça peut être une guerre propre? Je pense que pour l'instant c'est une guerre juste, je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense que la guerre c'est un risque
Néanmoins, la guerre n'a pas commencé en Libye samedi, elle a commencé 3 semaines avant. C'est Kadhafi qui a déclenché une guerre contre des manifestants. Et je sais 2 choses. Je sais ce qui se serait passé si on ne faisait rien. Il suffit de croire Kadhafi. C'est le genre de gens qu'il faut croire. Il a annoncé des rivières de sang, des massacres. Il a annoncé en marchant sur Benghazi qu'il n'aurait pas de pitié et qu'il allait chercher les gens maison par maison, pièce par pièce. Donc ça, on savait ce qui allait se passer au sûr. Une intervention pour arrêter cela, c'est risqué et on ne sait effectivement pas vers où on va. On arrête le massacre, on tente de l'arrêter. Au prix éventuellement d'autres massacres. Au prix d'autres massacres, en ce moment, ils ne sont pas perpétués, en tout cas, par les bombardiers. Je sais que la guerre est risquée, je trouve que la guerre est épouvantable, à aucun moment je dis c'est formidable. Est-ce qu'il ne faut jamais intervenir? Certainement pas. Historiquement, on ne peut pas dire ça. Michel Collomb, est-ce qu'il y a des cas de médias mensonges que vous avez envie de dénoncer dans l'occurrence là? Est-ce qu'on a, pour préparer les opinions publiques à l'entrée en guerre, est-ce qu'on a menti, à votre avis? Écoutez, je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda, ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Antoine Vitkin. Oui, alors vous m'avez classé dans le camp des... Non, parce que vous allez voir, LTV est très... Non, mais je pense que entre 2 mots, on a choisi peut-être le moindre mal. J'espère ne pas me tromper en disant ça. Je veux dire que la situation en Libye, la crise libyenne a fait mentir tout le monde. La réalité n'est pas celle qu'on pensait être 3 jours plus tard, donc tout ça est très compliqué. La France a été motrice dans cette affaire, et je pense qu'à la lumière des motivations de la France, on essaie de les cerner, de les comprendre. Peut-être qu'on peut imaginer ce que peut être la suite, et y compris quels sont les dangers de cette intervention. On va en parler d'ailleurs dans cette émission. Il y a à mon avis 3 raisons. La première, c'est une ingérence morale. Effectivement, Nicole Bacharan l'a dit, Kadhafi n'avait promis ni pardon ni pitié aux habitants de Benghazi, et on a vu d'après les propos des journalistes, quelques journalistes encore présents là-bas, qu'il était moins une. Voilà. La deuxième raison, c'est que nous avons des intérêts stratégiques purs et durs en Libye. Il ne faut pas que la Libye soit déstabilisée, il ne faut pas une Somalie au port de l'Europe. Il y a le pétrole. Alors certes, Kadhafi nous offrait à profusion son pétrole, mais ça compte. Il y a Acme dans le désert du Niger, il y a les migrants, et nous entretenions avec Kadhafi une relation particulièrement malsaine et détestable, Kadhafi étant notre garde-chiourme. Donc il y a toutes ces raisons-là qui sont des raisons de purs intérêts. Il y a également une raison d'opportunité. Kadhafi est faible. Du point de vue militaire, les choses sont visiblement pas forcément si compliquées pour l'instant. Et puis la troisième raison, c'est évidemment une raison de politique intérieure, à la fois noble, puisque le gouvernement a estimé que l'opinion publique ne pourrait pas tolérer que l'on laisse les habitants de Benghazi se faire massacrer, et puis une raison plus politicienne. Donc, je crois que tout ça peut-être nous indique le chemin sur ce que peut être la suite. On voit que c'est très escarpé, c'est une opération, une décision risquée. Je pense que c'est le moindre mal, mais la suite, moi, ne m'empêche pas de dormir pour l'instant, mais m'inquiète. Parce que, pour une raison, j'en termine, parce que quoi que soit la suite, et notamment si Kadhafi chute en raison de nos bombardements ou de notre maintien d'une zone d'exclusion aérienne, nous aurons une responsabilité politique et morale dans l'avenir de la Libye. Et si c'est le chaos après Kadhafi, ce qui est après tout possible, j'imagine que les insurgés ont donné des garanties aux Français, aux Anglais, etc. Mais si c'était le chaos, eh bien nous ne pourrions pas nous en laver les mains. Et alors là, c'est une autre histoire. Patrick Amzadeh, vous en êtes où, vous? Écoutez, moi je suis assez partagé sur cette opération. D'abord, quels sont les buts de guerre? Parce qu'on parle d'abord de protéger les populations, et en sous-main, on entend quand même qu'on veut que Kadhafi s'en aille, qu'on veut la chute du régime. Donc en fait, c'est quoi le but de guerre? On dit maintenant qu'effectivement on a des intérêts stratégiques. Maintenant,
il y a encore 2 ans, on voulait lui vendre des Rafales. Donc je pense l'interlocuteur, c'est un interlocuteur privilégié. Du jour au lendemain, maintenant, on veut... Donc moi, je ne comprends pas bien les buts de guerre. On veut protéger pour l'instant les populations ou on veut la chute du régime. Donc, dans le mandat de l'ONU, il n'y a pas la chute de Kadhafi. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on entend ici et là et ce qu'on lit dans les journaux, mais c'est pas dans les résolutions de l'ONU. Donc à ce moment-là, effectivement, avec les quelques frappes qu'on a fait, si tant est qu'on a réussi, enfin comme on le dit, à empêcher la chute de Benghazi, d'abord, il n'était pas sûr. Ça fait 1 semaine que les troupes de Kadhafi ont pris Ajdabiya. Je pense que si elles avaient voulu rentrer dans Benghazi, elles auraient pu rentrer avant, c'est 100 km. Hein. Donc, moi, l'histoire de dire on les a arrêtés parce qu'on a cassé 4 chars, je suis assez dubitatif. Donc, effectivement, moi, je m'interroge sur les... 40 chars. Ouais, 40 chars, mais enfin, c'est pas... Voilà, c'est pas la phase de la guerre. Donc effectivement, psychologiquement, c'est important pour les insurgés. Je pense que c'est important. Maintenant, moi, je veux ramener le terrain sur la Libye, sur le peuple libyen, sur ce pays. Pour l'instant, on voit effectivement, on parle au nom du peuple libyen, parce qu'on voit quelques insurgés, enfin les insurgés de Benghazi et de Cyrénaïque. Pour l'instant, à chaque fois qu'on montre les cartes du pays, on montre effectivement la Cyrénaïque, les zones aux mains de Kadhafi, et tout le reste, c'est en gris. Tout le reste, pour l'instant, c'est des gens qui sont soit attentistes, soit qui, bon an, mal an, comme ils le font depuis 40 ans, peut-être il y a de la répression, il y a du clientélisme, il a les moyens effectivement de faire en sorte que ce système tient depuis 40 ans et que ça fonctionne. Donc effectivement, à partir du moment où on prend position pour bombarder, pour agir militairement, forcément les gens de Cyrénaïque, on les marque. Je veux dire, ça va être les gens qui auront été mis en place ou aidés par des frappes aériennes, par l'Occident, et c'est ce qu'ils ne voulaient pas au départ. Ils n'ont pas demandé ça. Au début, ils ont dit c'est notre révolution. Donc, vous voyez, je suis extrêmement partagé. Je pense qu'il y aurait peut-être pu y avoir d'autres formes de soutien, en aide en renseignement, en soutien de façon plus discrète. Mais les frappes aériennes, je pense que ça répond à un affichage, à des raisons de politique intérieure, à de la gesticulation. C'est un grand jeu de marionnettes, quoi. Tout le monde est dans son rôle. Michel Colomb, vous êtes journaliste, fondateur d'Investigue Action, qui a pour objectif, je vous cite, de décoder l'information et de diffuser des textes de citoyens qui n'ont pas voix dans les médias traditionnels. Vous venez de publier Libye, OTAN et médias mensonges. Des médias mensonges, vous en aviez déjà fait sur la guerre du Golfe, sur la guerre en Yougoslavie. Quand vous regardez... commençons par la Libye, si vous le voulez bien. La Libye aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus inquiétante pour vous qu'elle ne l'était hier, Michel Colomb? Je pense oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait dit dès le début, c'est qu'en Libye, l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda, avec le groupe islamique de combat libyen, qui sont des terroristes, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de la CIA, les rapports des ambassades des États-Unis révélés par Wikileaks, ce sont des terroristes recyclés. Et ce qui est paradoxal... Pardonnez-moi, ils l'ont fait volontairement, d'après vous? Oui, parce que, contrairement à ce qu'on dit, Kadhafi avait des ennemis, mais avait aussi un grand soutien. La Libye, comme on l'avait dit dans une émission précédente chez vous, c'est un pays de tribus. Il avait un soutien à cause de ses réalisations sociales, à cause du fait qu'à la différence de Ben Ali ou de Moubarak, c'était pas tout dans la poche et on laisse le peuple dans la pauvreté. Il y avait une redistribution. Le chauffeur de taxi, il avait une maison, il avait un appartement, il avait l'électricité gratuite, il avait l'éducation, les soins de santé, même s'il se faisait opérer à l'étranger. Donc un petit contraste avec le chauffeur de taxi dont vous avez parlé. Donc effectivement, Kadhafi avait un soutien et la seule force qui pouvait le renverser, c'était ces anciens terroristes, d'ailleurs liés à des tribus qui dans le passé ont collaboré avec les envahisseurs italiens et britanniques. Donc ce n'est pas une surprise. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme, et en fait on utilise des terroristes pour, évidemment, une guerre du fric, encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. Alors, si c'est une guerre du fric, excusez-moi, c'était quoi la raison pour laquelle les Français, les Anglais, les Américains sont allés, d'après vous, mettre au pouvoir des anciens d'Al-Qaïda? Il y a plusieurs raisons.
le pétrole, bien entendu, et là, il faut signaler qu'il y a une rivalité. Il faut s'interroger pourquoi les Anglais et les Français sont enthousiastes pour cette guerre et les Allemands et les Italiens disent non. Et là, dans le livre que vous avez mentionné, j'ai analysé que les uns, ils avaient reçu des beaux contrats et les autres pas. Donc c'est la redistribution du gâteau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est que Kadhafi, à part le fait qu'il soutenait les Palestiniens, donc ça c'est pas bien, en fait, il servait un peu de financier alternatif pour des pays africains. La Libye était un des seuls pays non endettés auprès du FMI, qui maintenant est en train de courir avec ses vieilles recettes habituelles qui ont fait des désastres partout. Donc ils n'étaient pas endettés, ils utilisaient l'argent du pétrole, non seulement pour donner un niveau de vie appréciable et aux Libyens et aux immigrés noirs, et aussi pour financer des projets alternatifs, des projets de développement de pays africains. Donc il faut s'interroger pourquoi en Europe il y a une telle soi-disant unanimité, je pense fabriquée par les médias, que tout le monde trouve que c'est bien, et pourquoi en Afrique il y a une quasi-unanimité dans l'autre sens, en disant que ce qu'on a fait, ça viole le droit international, que c'est effectivement une guerre pour le fric, et que c'est un très dangereux précédent. Frédéric Ancel ? Le droit international n'a bien évidemment pas été violé. Je rappelle que la résolution 1973 a été votée en bonne et due forme par le Conseil de sécurité, très exactement comme il le faut et comme le droit international l'exige. Je rappelle que les Russes et les Chinois, une fois n'est pas coutume, se sont abstenus. Autrement dit, on laissait faire. En réalité, on approuvé. Sinon, ils auraient mis leur veto. Comme le droit international, évidemment, le leur accordait. On oublie peut-être, là, depuis quelques dizaines de secondes, quelque chose d'un tout petit peu fondamental, c'est que les Libyens se sont révoltés. Une région entière s'est révoltée autour de Benghazi, et pas seulement autour de Benghazi de Tobrouk, mais l'ensemble de la Cyrénaïque. Et au-delà de la Cyrénaïque, une bonne partie de la Tripolitaine. Et que cette révolte massive, très importante, qui a été saluée par toutes les images, à moins bien évidemment qu'elle soit truquée, depuis plusieurs mois, et jusqu'à la mort de Kadhafi, qui est certainement d'ailleurs regrettable, dont les conditions en tout cas sont certainement regrettables, on pourra peut-être y revenir. Ce peuple-là s'est soulevé de manière à peu près unanime contre Kadhafi, et ça s'inscrivait dans le cadre d'un printemps arabe qu'on n'a quand même pas inventé, ni les Français, ni les Italiens, ni les Américains, et sûrement pas les Américains, qui étaient parfaitement à la traîne sur cette question-là. Et il a fallu, et là au moins je vous rejoins, il a fallu que les Français, les Britanniques, certainement pas pour des questions pétrolières, là aussi on pourra y revenir, mais il a fallu que les Français et les Britanniques fassent quasiment violence à Barack Obama, qui a d'autres chats à fouetter en ce moment, pour qu'il intervienne et pour qu'il nous aide avec toute sa logistique. Enfin, dernier point, Kadhafi, bien évidemment, n'a jamais aidé les Palestiniens, cher monsieur, et vous le savez parfaitement, à chaque fois que les États arabes demandaient un soutien, soit financier, soit militaire, depuis la guerre de Kippour de 1973 jusqu'à ces dernières années, Kadhafi répondait non. En revanche, il a très bien su chasser en plein désert dans les années 90 plusieurs milliers de réfugiés palestiniens, donc qui vivaient en Libye depuis pas mal d'années, pour faire quoi? Pour faire payer à Arafat le fait qu'il ait signé un accord de paix, enfin les accords d'Oslo avec Israël en 93. C'était ça, Kadhafi. Je suis d'accord sur cette idée qu'il ne faut pas diaboliser systématiquement et que certains ont utilisé un épouvantail. J'aimerais me justifier puisque j'ai été accusé sur 2 points. 1, de voir des complots partout, et 2, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Le premier point, je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée, et que des armes ont été fournies, et qu'au 2e jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats, et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-chars. Je n'ai pas vu ça à Tunis, je n'ai pas vu ça au Caire, et donc je pense qu'il faut aller plus profondément. Et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan, et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir
que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer, pas du tout dans les proportions qu'on a racontées. On a parlé de bombardements sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Churchill disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on a commencé la guerre contre l'Irak avec les armes de destruction massive, l'alliance avec Al-Qaïda, et puis après on s'est aperçu qu'on avait complètement manipulé l'opinion. Et le deuxième point, cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution 1973 que vous citiez. Elle disait cessez-le-feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction d'intervenir au sol. Parce que le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant 6 mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là, et il faut voir à qui profite le crime, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine, il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. On nous dit que cette fois-ci, il s'agit d'une belle guerre pour la démocratie. J'aimerais citer M. Kissinger, qui est un des plus grands criminels politiques de l'histoire des États-Unis, qui disait les grandes puissances n'ont pas de principe, seulement des intérêts. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, si vraiment on fait la guerre contre Kadhafi pour la démocratie, dans le même moment, on envoie des Saoudiens au Bahreïn mitrailler les manifestants. Quand au Yémen on fait la même chose, le ministre des États-Unis de la guerre, M. Gates, vient le lendemain de cette tuerie et dit c'est pas mon rôle de m'ingérer dans les affaires du Yémen, donc j'aimerais qu'on m'explique ça, mais ce ne sera pas possible ce soir. Je voudrais intervenir sur la question Tunisie-Islam. Je trouve que il y a effectivement un danger de diaboliser, de voir cette religion comme un tout et de confondre religion et politique là-dedans. Pour avoir l'occasion de discuter avec beaucoup de musulmans, très peu se reconnaissent vraiment, c'est une minorité désespérée qui se reconnaît dans ce genre d'extrémisme. Et je pense qu'il y a un problème de faire comme si en Tunisie, la seule question maintenant, c'était islam ou pas. La question c'est est-ce qu'on continue Ben Ali sans Ben Ali, c'est-à-dire le même système. Le problème c'est pas seulement de voter. Ben Ali, c'était quoi? C'était un dictateur, mais il ne décidait pas grand-chose. Il décidait au profit des... Il appliquait la volonté de l'étranger. Les richesses du pays, que ce soit le phosphate, le tourisme et les services, ça partait à l'étranger pendant que le chauffeur de taxi tunisien restait pauvre. La mafia tunisienne en a profité. C'est une mafia nationaliste. Je n'ai pas interrompu. Je voudrais juste finir sans être interrompu. Le point, c'est que l'enjeu maintenant est de savoir si on va changer les règles du jeu économique et social qui font qu'une toute petite élite est très riche et que la majorité des gens n'en sort pas. Et ça, cette question, elle traverse les partis, qu'ils soient islamiques ou autres. En Égypte, les frères musulmans, la direction est clairement la carte de rechange des États-Unis qui se prépare. Le régime militaire, s'il ne continue pas, on met les dirigeants des frères musulmans à la place. Mais les frères musulmans ont aussi éclaté en 5 courants parce que beaucoup n'acceptent pas ça et veulent non seulement la démocratie, mais aussi la justice sociale. Alors, j'ai été accusé par monsieur. Oh, je vous accuse pas du tout. Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France a mis du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre,
Mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Colomb? Tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien, par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit, c'est pas notre problème, et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz qu'il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche et les châteaux. Vous pensez pas une théorie du complot. Que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien, que ça va aller mieux? Vous pensez qu'il y a un rapport? Alors maintenant, si vous voulez me dire, excusez-moi, je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis? Qui travaille avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi? Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. Il faudrait choisir. Je voudrais donner la parole à Naoufel Brahmi. Si vous voulez dire qu'il faut renégocier les contrats d'exploitation en Afrique pour toutes les grandes sociétés, je suis d'accord. Mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'on fait. Les gens, ils crèvent de faim à cause de vos contrats. Oui, mais arrêtez de penser que ça n'est qu'à cause de ça. Et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... Il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèveront de faim, et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr, à cause de vos amis. Mais c'est bien, voilà. Bien sûr, c'est... Michel Colomb, comment vous le réglez, vous, ce dilemme? Mais écoutez, quand je viens d'entendre monsieur affirmer avec certitude qu'on avait toutes les preuves pour les armes chimiques parce que les services secrets des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France nous le disaient, les mêmes qui disaient la même chose sur l'Irak, et on sait que c'était un mensonge. Je pense que, bon, moi qui suis les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important
que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des 2 côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le 4e grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le 5e et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Michel Colomb, plus rapide parce qu'il nous reste une douzaine de minutes. Oui. 3 remarques très brièvement. C'est pas possible d'appeler à des bombardements
Et je ne sais pas si vous êtes allé en Irak après les bombardements, ou en Yougoslavie, ou en Libye après les bombardements. Moi, oui, j'ai vu les conséquences. C'est quand même pas possible d'appeler à bombarder des gens en niant et en déformant les faits comme vous le faites là maintenant. Vous dites qu'il y a 110 000 victimes, comme l'a dit M. Ancel. C'est dramatique. Combien sont des loyalistes, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui soutiennent Bachar? À peu près la moitié. Qui a tiré les premiers dans les manifestations? Les opposants. Ça se trouve dans les rapports de, ça se trouve dans les rapports aussi de l'OTAN. Et vous avez invité deux opinions qui existent dans la communauté syrienne, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Et que dans la conférence de Doha des opposants à Bachar el-Assad, il y a un an, ils ont dit le problème, c'est que 55% des gens soutiennent Bachar el-Assad. Et l'OTAN, il y a 4 mois, a dit c'est monté à 70%. 70% de gens qui soutiennent, soit par conviction, soit parce qu'ils trouvent que c'est pire ce qui va arriver. Donc, on n'a pas le droit de faire le bonheur des Syriens contre leur volonté, c'est à eux à décider. Et vous me dites, vive la puissance, je m'excuse, c'est l'argument des puissances coloniales depuis toujours. Après la guerre 40-45, on est arrivé à un principe de droit international. Les plus forts n'ont pas le droit d'intervenir dans les pays plus faibles pour faire ce qu'ils veulent. Et troisièmement, et très rapidement, vous me dites, oui, mais ça permettrait d'amener la démocratie en Syrie. Ça, je m'excuse, c'est une farce. Vous êtes en train de construire une démocratie en Syrie avec l'aide d'Israël qui massacre les Palestiniens et qui nie toute démocratie pour les Palestiniens, avec l'Arabie saoudite qui est un des régimes les plus féodaux et les plus répressifs de la planète, avec le Qatar dans lequel, si on écrit un poème pour la démocratie, on a prison à perpétuité. C'est de la comédie, l'idée que les États-Unis, Israël et leurs alliés voudraient soi-disant amener la démocratie là-bas. Vous avez fait semblant que c'était le problème du pétrole en Syrie. Ne faites pas la bête. Vous savez quand même très bien que la question, c'est le gaz en dessous de la Méditerranée, le gazoduc qui passe, qui est le projet du Qatar pour approvisionner l'Europe, et la Syrie est dans le chemin. Ça se trouve aussi dans les documents des think tanks que vous avez aux États-Unis.